Léna marchait lentement dans le parc de la ville, parsemé de feuilles jaunes. C'étaient les derniers jours chauds de l'automne et, une fois de plus, elle n'avait pas de nouvelle veste chaude. Elle devait porter celle qu'elle avait reçue de l'orphelinat, usée et rapiécée. Le destin de Léna, comme celui de tous les enfants de l'orphelinat, n'a pas été heureux. Elle n'a pas eu une enfance insouciante avec des parents aimants. Le bonheur familial a été brisé quand Léna avait 4 ans. La jeune fille, rapidement orpheline, s'est retrouvée dans un orphelinat. Au lieu de parents, il y avait des gardiens stricts. Au lieu d'une belle chambre de princesse, il y avait un lit et une chaise fournis par le gouvernement. Au lieu de voyager, elle se promenait dans la cour de l'orphelinat. Lorsque Léna a terminé ses études et s'est inscrite dans une école professionnelle pour étudier la couture, il lui a semblé que la vie allait s'améliorer. Elle allait terminer ses études, travailler et recevoir un appartement de l'orphelinat, vivre et être heureuse. Mais en réalité, les choses ne se passèrent pas comme la jeune fille l'avait rêvé. Elle avait fait une erreur en choisissant son métier. Le travail minutieux de couturière n'était clairement pas pour elle. De plus, cela ne lui rapportait pas beaucoup d'argent. Les factures d'électricité et les modestes dépenses de nourriture absorbaient tout son salaire. Léna voulait tout changer, prendre un nouveau départ. Et comme toutes les jeunes filles de 20 ans, elle rêvait d'un prince aux voiles écarlates, d'un jeune homme qui tomberait amoureux d'elle et l'épouserait. Alors qu'elle se promenait dans le parc, elle se laissait encore aller à ses rêves quand soudain elle frissonna en entendant une voix séduisante derrière elle. « Ma fille, à quoi penses-tu? Tu te sens déprimée? Arrête, je vais te dire l'avenir. Un grand bonheur t'attend, dit la femme d'âge moyen aux longs cheveux noirs attachés en chignon. Elle ressemble beaucoup à une gitane, pensa Léna. Même au plus profond de sa mémoire, elle se souvenait de la voix de sa mère quand elle, encore très jeune, essayait de lui inculquer l'idée qu'il n'était pas prudent d'engager la conversation avec des inconnus dans la rue, surtout des gitans. Non, je n'ai pas besoin de ta divination. Ce ne sont que des mensonges, je ne te crois pas, répondit la jeune fille en accélérant le pas pour s'éloigner le plus vite possible de cette étrange personne. Mais la femme ne s'arrêta pas et continua à la suivre avec insistance. Et, ma fille, mes prédictions se réalisent toujours, contrairement à d'autres. Je suis sûr que ta vie n'est pas douce non plus. Donne-moi ta main. La gitane rattrapa Léna et lui prit la main. Oh, tu ne vis pas bien, tu es seule et tu n'as pas de partenaire de choix. Tu veux tout arranger? Viens avec moi, ce n'est pas loin d'ici, je t'aiderai. J'ai un rituel pour te prédire un mari, un qui rendra tout le monde envieux. Riche et beau. Tu vivras heureuse pour toujours et tu te souviendras des paroles d'une vieille gitane, a persuadé l'étranger Léna. Je n'ai pas d'argent pour te payer, alors ne t'en fais pas, répondit Léna, se méfiant d'intentions cachées. Je n'ai pas besoin d'argent de ta part, tu me plais juste et je veux t'aider, gazouilla la compagne persistante. Ses yeux noirs perçants pénétrèrent Léna, et comme sous l'effet d'un sort, elle marcha avec elle vers la sortie du parc. Je vais nous appeler un taxi pour que nous n'ayons pas à marcher, dit la gitane en sortant son téléphone. Ce n'est peut-être pas nécessaire? Demanda Léna en regardant autour d'elle. Le parc était peu fréquenté à ce moment-là, même si l'heure n'était pas trop tardive. Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'une trompeuse? La gitane attirait encore plus la jeune fille. Comme un hypnotiseur, elle fixait intensément Léna, la faisant pâlir et hocher la tête en silence. Quelques minutes plus tard, une voiture noire s'arrêta et ils montèrent dedans, se dirigeant vers une destination inconnue pour Léna. La pauvre fille n'avait aucune idée qu'il ne s'agissait pas d'un taxi mais de la voiture d'un baron gitan qui l'emmenait non pas n'importe où, mais jusqu'à leur camp. Léna s'était complètement abandonnée, elle avait toujours cru qu'elle était immunisée contre l'hypnose. Aujourd'hui, elle se rendit compte qu'elle se trompait, qu'elle y était bel et bien sensible. Elle s'était transformée en un agneau soumis, obéissant à tous les ordres de la gitane. La voiture a rapidement dépassé les limites de la ville et a roulé sur la route pendant environ 20 minutes avant de s'arrêter près d'un champ vide où le camp était installé. Il y avait un groupe de caravanes colorées, les compagnons constants des nomades, et des enfants de tous âges couraient autour du champ en groupe. Des hommes et des femmes se précipitaient devant eux en criant des phrases dans leur propre langue. Des chevaux paissaient à proximité, penchés près du sol. « Bon, nous sommes arrivés. Sors, ordonna la gitane, et viens avec moi. » Léna ne résista pas et la suivit tranquillement. Bientôt, elles atteignirent une belle tente. « Par ici, entrez, » dit la femme en prenant une profonde inspiration et en poussant Léna vers l'entrée de la tente. À l'intérieur de la tente,
Un homme aux cheveux gris était assis fièrement avec le même regard perçant que le gitan qui avait amené Léna. À sa noble posture et à son comportement majestueux, la jeune fille comprit qu'il était le chef du camp. Sa chemise rouge vif et son pantalon noir velouté soulignaient son statut. « Baro, la voici, comme tu l'as demandé, » dit la gitane en baissant les yeux. « Asa, bravo. Tu as trouvé une jolie fille. Jeune et avec une silhouette parfaite, nos gitans seront ravis. » Le chef eut un sourire narquois. Ces mots ramenèrent Léna à la réalité, comme si elle avait été traversée par un choc électrique. Elle comprit avec effroi à quel point la gitane l'avait cruellement trompée et à quel point elle avait été bêtement convaincue. Mais elle ne se demanda jamais pourquoi elle avait été amenée dans le camp des gitanes. « Ne t'inquiète pas, rien ne t'arrivera dont tu ne sois pas capable. Nous avons besoin d'une travailleuse pour notre maison. Tu es jeune et tu as beaucoup de force. Pour l'instant, vas-y, Asa va tout expliquer. Reviens le soir et je te présenterai aux gitans, ordonna le chef. Je ne resterai pas avec toi. Vous n'avez pas le droit de nous garder ici contre notre volonté. Libérez-moi immédiatement, cria Léna. Eh bien, jeune fille, c'est moi qui donne les ordres ici. Ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas ici pour toujours. Vous savez probablement que les gitans sont des nomades. Seul Dieu sait combien de temps nous resterons ici. N'ose pas me contredire. Je peux être à la fois gentil et cruel. Oh, tu ne t'en sortiras pas bien si je deviens méchant, menaça le baron. Léna se figea de peur et sortit en titubant de la tente, à peine capable de se tenir debout. Viens, mon enfant, je vais te montrer où tu vivras et travailleras, dit Asa d'une voix douce. Sa paralysie se transforma instantanément en haine et la fille hurla. Vivre? Tu es folle? Comment as-tu pu me traiter de manière aussi inhumaine? Je suis désolé, ma fille, mais il fallait le faire. Je ne suis pas venue ici toute seule. J'ai été kidnappée dans un autre camp quand j'étais enfant. Et maintenant je vis ici. Mais tu n'es ici que temporairement, comme le baron l'a dit lui-même. Tu aideras aux tâches ménagères, tu t'occuperas des chevaux. Mais comporte-toi calmement et n'ose pas mettre le baron en colère. Il ne le tolérera pas. Il peut être impitoyable. Certains gitans d'ici sont de fervents chasseurs de telles opportunités. La gitane prévint Léna. Ces mots firent froid dans le dos de la jeune fille. « Que entends-tu par impitoyable » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Cela signifie que tu deviendras une femme ordinaire dans le camp. Mais si tu te montres soumise et obéissante, si tu fais tout ce qu'on te dit, rien de mal ne t'arrivera. Ne t'inquiète pas, allons-y. Je vais te montrer ta demeure, répondit Asa. Léna la suivit, perplexe, avec une seule pensée qui tournait dans sa tête. Suis-je censé devenir une esclave? Je dois m'enfuir d'ici aussi vite que possible. Il n'y avait pas d'autre solution. Elle attendit qu'Asa soit partie et elle se retrouva seule. Finalement, la gitane partit. Léna, espérant ne pas se faire remarquer, courut aussi vite qu'elle le pouvait, ne sentant plus ses jambes sous elle. Elle aurait pu s'échapper si une vieille gitane n'était pas revenue de la ville au camp. Remarquant le tumulte, il alerta immédiatement le baron. « Eh, Baro, la fille d'Asa s'est enfuie du camp, » cria-t-il. « Surveille où elle va, je vais t'envoyer de l'aide tout de suite. » s'exclama le baron avec colère. « Je vais lui donner une leçon. Elle regrettera vite de s'être enfuie, » pensa-t-il. Il ne supportait pas d'être ignoré et se vengea cruellement. Au moment où Léna fut arrêtée, elle essayait d'appeler un taxi. Elle aurait réussi si les domestiques du baron n'avaient pas été là. Ils ont poussé la jeune fille sans pitié dans une voiture et l'ont ramenée au camp. Les larmes coulaient sur le visage de Léna tandis qu'elle se maudissait d'avoir cédé à la persuasion persistante de la gitane dans le parc. Et maintenant, le moment était venu de rendre des comptes. Dès que la voiture s'arrêta, Asa était là en un instant, élevant la voix. « Pourquoi as-tu désobéi, ma fille? Je t'avais dit de ne pas le faire, les choses vont empirer. Le baron est furieux. Je vais encore m'enfuir et tu ne pourras pas me suivre à chaque fois. » Léna déclara avec assurance. « Oui, il te mettra en laisse comme un chien, et tu ne t'échapperas nulle part. Prépare-toi, ce soir nous allons régler ça, » soupira amèrement Asa. La tête baissée, Léna suivit docilement la gitane. Le reste de la journée se passa avec Asa,
qui donnait des instructions à Léna sur ce qu'elle devait faire dans le camp. Mais la courageuse fille ne voulait pas écouter, son esprit refusait tout simplement d'accepter ce qui se passait. La simple pensée qu'elle se trouvait ici la plongeait dans un état de choc. Un camp pour les gitans, pas pour une jeune fille aux cheveux blonds. Elle détestait Asa et la voyait comme une oppressrice. Ta place est en prison, tout comme ton maître Bara. Léna protesta intérieurement. Bon, c'est tout. Tu as réussi à tout mémoriser? Tu peux me demander à tout moment, je te donnerai des conseils. Dis à Bara aujourd'hui que tu sais tout et que tu peux tout faire. Peut-être que tu remplaceras sa colère par de la pitié, lui conseilla la gitane. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Léna fit exactement le contraire. Le soir tomba et Asa poussa à nouveau la fille dans la tente de Baron. Mais cette fois, il n'était pas seul, il y avait une douzaine d'autres gitans qui examinaient Léna avec attention de la tête aux pieds. Le baron prit un air important et commença à réprimander la jeune fille pour avoir tenté de s'échapper au lieu de travailler. Cependant, Léna n'était pas du genre à se dérober et expliqua sans crainte à Baron ce qui se passait en elle. « Quel travail! Je ne devrais pas être ton esclave. Nous vivons dans un monde moderne, pas au Moyen-Âge. Je t'ai déjà dit que tu n'avais aucun droit de me retenir ici. » Baron était furieux, son visage devint cramoisi et ses mains tremblaient. Il siffla comme un serpent, grinçant des dents. « Tu dis que tu ne seras pas un esclave? Oh, mais tu le seras. Tu viens de m'énerver. Alors, tu recevras ce que tu mérites. Tu vois ces gitanes? Tu deviendras leur épouse ordinaire. J'espère que je n'aurai pas besoin d'expliquer ce que cela signifie. » Léna se figea d'horreur tandis que ses prédictions inquiétantes se réalisaient. La plupart des gitanes assises près de Baron ne se contentaient plus d'observer Léna, mais la convoitaient plutôt. C'était comme si elle la déshabillait des yeux, salivant. Tout le monde n'a pas la chance d'épouser une jeune fille, surtout avec une telle chance. Pas étonnant qu'ils soient les confidents de Baron. Alors, qui sera le premier mari? Demanda Baron d'un ton significatif. Je te nomme Miro. Cette fille est à toi pour 2 jours. Prends-la et tu pourras nous raconter tous les détails plus tard. D'autres gitans riaient. Chut! Qui vous a donné la permission de parler? Fermez-la, ou vous cesserez vite d'être mes confidents. Les gitans inclinèrent humblement la tête, sans bouger, n'osant même pas lever les yeux. Miro, qu'attends-tu? Viens et prends-la, ordonna Baron. Un gitan d'une 40aine d'années se leva et s'approcha lentement de Léna. Elle se tenait là, ni vivante ni morte, comme si tout son corps s'était transformé en glace et avait cessé de lui obéir. « On y va, alors ?» demanda doucement le gitan. Quelque chose dans le regard effrayé de la jeune fille lui semblait familier. C'était comme si Léna avait des poids attachés à ses pieds, alors qu'elle s'efforçait de les déplacer vers la sortie. Alors qu'il marchait vers la maison de la gitane, tout le courage dont Léna avait fait preuve face à Baron disparut complètement. Elle ressemblait à un petit animal traqué qui devient la proie d'un prédateur. « Entrez » dit la gitane en poussant doucement Léna vers l'entrée. La pièce était petite et pleine de désordre, de couches de poussière, d'objets éparpillés, de vaisselle sale. Il était clair qu'aucune main de femme n'avait touché cet endroit depuis longtemps. « Qu'est-ce que tu regardes? »« Oui, ma femme m'a quitté il y a 6 mois, » répondit la gitane au regard perplexe de la jeune fille. Le cœur de Léna battait à tout rompre. Avant d'arriver chez le gitan, elle avait espéré qu'il avait une femme et des enfants, pensant qu'il pourrait la libérer. Mais il s'est avéré qu'il était seul, ce qui signifiait qu'il pouvait l'attaquer à tout moment. Avant que Léna ne puisse complètement comprendre cette pensée, le gitan s'est approché d'elle et l'a regardée attentivement. Ses yeux, noirs comme la nuit, brillaient et, combinés à sa barbe noire, il ressemblait à un ours terrifiant et affamé. Léna recula et cria de désespoir. « N'ose pas me toucher. Je vais crier. Je vais te crever les yeux. Écoute, ton père s'appellerait-il Martin, par hasard ?» demanda la gitane de façon inattendue. « Pourquoi as-tu besoin de savoir ça ?» se demanda la jeune fille. « Dis-moi juste, c'était Martin ou pas ?» La gitane répéta sa question. « Eh bien, oui, c'était Martin. Mais il est mort, » dit tristement Léna. « Pendant la guerre, » ajouta la gitane. « Oui, comment le sais-tu » demanda Léna.
Son père est effectivement mort à la guerre et sa mère n'a pas supporté la séparation et est partie quelques mois plus tard. C'est ainsi que la petite Léna s'est retrouvée dans un orphelinat. Je m'appelle Méro et Martin était mon ami. Nous avons combattu côte à côte en Afghanistan. Je ne faisais pas partie du camp à l'époque, je m'y suis engagé plus tard. Martin a donné sa vie pour moi et pour d'autres comme moi, des soldats ordinaires. Nous étions encerclés et il nous a donné une chance de nous échapper en distrayant l'ennemi. Il est mort en héros. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Les larmes montèrent aux yeux du gitan tandis qu'il racontait sa propre histoire. La petite fille, émue, l'écoutait avec intérêt. Quand son père mourut, elle n'avait pas encore 4 ans, mais elle se souvenait de ces jours terribles, des larmes et de la souffrance de sa mère lorsqu'elle apprit que son mari Martin n'était plus de ce monde. Léna n'aurait jamais pu imaginer qu'elle rencontrerait ici, dans le camp, quelqu'un qui connaissait son père. « Attends, je vais te montrer une photo maintenant. Je l'ai chérie toutes ces années. C'est la seule photo où Martin se tient à côté de moi. » Sur ces mots, Miro sortit d'un livre une photo jaunie, soigneusement emballée dans un paquet. On y voyait 4 jeunes soldats souriants, le fusil en bandoulière. « Voilà, c'est moi et c'est ton père, Martin. Tu ne t'en souviens probablement pas, tu étais si petit. Regarde comme tu lui ressembles. Comme 2 petits pois dans une cosse. C'est pour ça que tu m'as semblé familier, dit Miro. Attends, je connais même ton nom. Martin me disait qu'il était marié et qu'il avait une fille qui s'appelait Léna. Oui, c'est bien toi, s'exclama Miro avec assurance. Oui, tu as raison, c'est moi, répondit la jeune fille. Elle ne pouvait plus retenir ses larmes, c'était si touchant. À cause des souvenirs accablants, Léna oublia un instant pourquoi elle s'était retrouvée dans la maison de célibataire. Lorsqu'elle reprit conscience de sa mission ici, la jeune fille ne fut pas perturbée. Elle était certaine qu'un camarade soldat de son père, surtout quelqu'un qui avait été sauvé par lui, ne pouvait pas maltraiter sa fille. Comme si elle lisait dans les pensées de Léna, la gitane dit précipitamment « Ne t'inquiète pas, ma fille, je n'ai jamais eu l'intention de te maltraiter. » Et beaucoup des gitans présents à Baro ne le feront pas non plus. Ne pensez pas que les gitans ne sont que des voleurs, des escrocs et des violeurs. Beaucoup d'entre eux sont de vrais chrétiens et respectent les lois de Dieu. Vous avez mentionné que beaucoup ne le feraient pas, ce qui signifie qu'il y a encore des gens qui exécuteront les ordres de Baro. Léna a demandé, malheureusement, de tels impies existent partout, pas seulement parmi les gitans. Baro soupira lourdement. Après ces mots, Léna, momentanément apaisée, tremblait à nouveau de peur. Que faire maintenant? Est-ce que je peux m'enfuir? Supplia la jeune fille auprès de Baro. Léna, ce n'est pas une solution. Quelle garantie avons-nous qu'ils ne vous rattraperont pas? Il est difficile d'imaginer la punition que Baro va vous infliger. C'est un bon chef, courageux et sage, mais il a un énorme défaut qui gâche tout. Il méprise la désobéissance. C'est comme si un démon le possédait, et il fait des choses terribles, répondit la gitane. Léna ne s'attendait pas à une telle réponse. Les mots de Miro l'ont profondément ébranlée. Comment est-ce possible? Cela veut-il dire qu'elle ne verra rien d'autre dans la vie que ce camp? Depuis son enfance, la fillette avait peur des gitans. Ils étaient même utilisés pour lui faire peur à l'orphelinat. Ils te voleraient et tu souffrirais pour le reste de ta vie. Le gardien disait souvent. Maintenant, Léna comprit que le gardien avait raison. 1000 fois raison. La jeune fille s'effondra sur le bord de l'unique chaise de la maison, la tête entre les mains, ne sachant pas comment faire face à ses pensées amères. Miro s'approcha d'elle et lui dit avec sympathie. « Je sais, ma fille, combien c'est difficile pour toi. Je t'aiderai, je te sauverai, comme ton père m'a sauvé une fois. Baro nous a donné 2 jours, ce qui signifie que tu pourras rester avec moi pendant ce temps sans te soucier de rien. Je trouverai comment te faire sortir d'ici. Il est trop tard maintenant, va te coucher, il y a un lit et des draps propres à disposition. »« Et toi ?» demanda Léna. « Ne t'inquiète pas pour moi, je trouverai un endroit pour moi, » répondit la gitane. Au matin, Léna se réveilla, mais Miro était déjà parti. Épuisée par le tumulte émotionnel des derniers jours, elle était tombée dans un sommeil si profond qu'elle n'entendit pas la gitane partir. Sur la table, il y avait un petit pot qui dégageait un arôme parfumé. Incapable de résister, la fille souleva le couvercle, révélant une bouillie de riz fraîchement cuite. Quelle délicieuse bouillie! Je n'ai jamais rien mangé de meilleur de ma vie,
pensa Léna en la mettant dans sa bouche. Elle inspecta la pièce. Oui, c'était assez en désordre. Je vais ranger ici, ça m'aidera à oublier les pensées tristes. Elle se mit au travail, et bientôt, la pièce étincela de propreté. Pendant ce temps, Miro ne perdait pas de temps non plus. Il se dirigeait vers la ville, plus précisément vers le commissariat où travaillait son ami Nicolas, l'un des jeunes soldats sur la photo qu'il avait montrée hier à Léna. Voici le commissariat. Bien sûr, ce n'est pas l'endroit préféré de Miro. Il y a 5 ans, il a été sévèrement puni pour avoir volé 2 étalons dans une ferme de course de chevaux. Mais grâce à cette affaire, il a rétabli le contact perdu avec Nicolas, qu'il n'avait pas revu depuis la guerre. Il avait maintenant une raison de lui rendre visite à nouveau. « Bonjour, pouvez-vous me dire si l'enquêteur Nicolas Miller travaille actuellement ?» demanda Miro à l'officier de service. « Oui, il sera là dans environ 15 minutes. »« Veuillez vous asseoir et attendre, » répondit l'officier. Miro s'assit et se plongea dans ses pensées. En chemin, il reconsidéra sa décision concernant Léna. La fille avait besoin d'être sauvée. Rien ne lui vint à l'esprit de se tourner vers Nicolas pour faire pression sur Barot. Il comprenait qu'il mettait le chef dans une position difficile, mais il ne pouvait pas agir autrement. Il ne pouvait pas fermer les yeux sur la façon dont il tourmentait la jeune fille. Le temps passa inaperçu pendant qu'il attendait. Puis la porte s'ouvrit et un homme grand, en forme et d'âge moyen, en uniforme avec un signe de grade, entra. « Nicolas, attends une seconde. » Miro l'appela. L'homme se retourna et, après un moment, sourit. « Miro, mon cher. Cela fait des années. Comment se passe la vie de gitane pour toi? Tout va bien, mais j'ai désespérément besoin de ton aide. C'est une question de vie ou de mort, dit Miro avec anxiété. Vraiment? Alors allons dans mon bureau et discutons, proposa Nicolas en tapotant l'épaule de son ami. Lorsque Miro raconta l'histoire de ce qui était arrivé à Léna, l'enquêteur Nicolas, malgré ses nombreuses années d'expérience dans la police, fut choqué. Oh mon Dieu! C'est comme une torture médiévale. J'entends parfois parler de cas de traite d'êtres humains dans les dossiers d'enquête, mais le fait que cela se produise sous le nez de la police. C'est sans précédent. Pauvre fille, elle a dû endurer une peur inimaginable, s'exclama Nicolas, interloqué par l'histoire qu'il venait d'entendre. Nicolas, ce n'est pas tout. Tu te souviens de Martin? Demanda Miro. Comment pourrais-je oublier, Miro? Bien sûr que je m'en souviens. Il nous a sauvés, sinon nous serions tous morts dans cette bataille. Je pense à lui tout le temps. Mais qu'est-ce que Martin a à voir avec cette histoire? Nicolas a exprimé sa surprise. C'est directement lié. Vous imaginez? Martin est le père de Léna, la fille qui est retenue captive par Barot. J'ai été moi-même choqué. Le monde est petit, m'a expliqué Miro. Bon, c'est un retournement de situation. Que puis-je dire, mon ami? La jeune fille a une chance incroyable de t'avoir à ses côtés. Nous allons certainement la libérer immédiatement, mais Barot devra passer en jugement, a déclaré Nicolas. Miro n'était pas préparé à une telle déclaration. Il était uniquement préoccupé par le sauvetage de Léna et n'avait pas pensé à Barot. Comment le traiterait-on au camp si Barot était condamné? Peut-être que nous ne devrions pas le faire? Demanda-t-il timidement. Comment ça, tu ne devrais pas? Ne pas engager de poursuite pénale et le traduire en justice? Juste lui donner un avertissement? Non, ce nouveau chef sera tenu responsable de ses actes conformément à la loi. Nicolas a insisté, inébranlable. Il a ajouté, « Pourquoi t'inquiètes-tu, Miro? Ne t'inquiète pas. Tu deviendras peut-être le nouveau Barot, ou peut-être que tu laisseras derrière toi la vie de nomade et que tu t'installeras dans notre ville. » Miro resta silencieux, hochant simplement la tête, indiquant qu'il ne resterait pas. « Eh bien, mon ami, ça règle le problème. Nous préparerons les documents nécessaires, et demain Barot pourra s'attendre à recevoir des visiteurs. Ne baisse pas la tête. Tout ira bien, le rassura Nicolas. Sur le chemin du retour, Miro était partagé entre des sentiments contradictoires. D'un côté, il était ravi que Léna soit libérée. De l'autre, il se sentait coupable envers le chef et le peuple rom, car Barot était une figure d'autorité pour beaucoup. Mais la loi est la loi, si tu es coupable, tu dois en répondre. Le cœur lourd, Miro ouvrit la porte de sa maison et haleta. La propreté et l'ordre régnaient,
et il flottait dans l'air une délicieuse odeur de nourriture fraîchement préparée. « Léna, c'est tellement beau. Tu es une vraie magicienne, s'exclama-t-il. Ce n'est rien de compliqué, juste un peu de rangement, sourit la fille. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Demain, tu seras enfin à la maison, dit Miro. Léna rayonna de bonheur et remercia le rhum tonton Miro. Comment as-tu réussi? Tu es un vrai magicien, s'exclama-t-elle. Je ne suis pas une magicienne, juste une étudiante. Miro rit. Le lendemain matin, Miro était agité. Il se souvenait de la promesse de Nicolas d'arrêter Barot. Midi approchait, mais la police ne se présentait pas au camp. Miro n'était pas un lâche, mais aujourd'hui il avait peur d'affronter tous ceux avec qui il avait vécu pendant tant d'années. Soudain, des cris retentirent. Ils prennent Barot. Ils emmènent Barot. Miro et Léna se précipitent dans la rue et sont témoins d'une scène étrange. Barot est emmené menotté, entouré de policiers. Les Roms se tenaient à l'écart. Le visage de Barot était rouge de colère tandis qu'il lançait un regard féroce avec ses yeux noirs, comme s'il essayait de distinguer quelqu'un de la foule. Finalement, il y est parvenu. Il rattrapa Miro et siffla. « Je t'ai donné la fille pour ton plaisir, et au lieu de te remercier, tu m'as dénoncé, traître. Quand je sortirai, je te retrouverai et je réglerai mes comptes. N'oubliez pas que votre jugement est encore devant vous, menaça Barot. Oh, allez-y. » Un policier le poussa par derrière. Les hommes roms autour d'eux commencèrent à s'agiter. « Eh bien, Miro. Bravo pour avoir défendu la jeune fille. Tu es un véritable héros, tu ne ternis pas le nom des Roms. » Des cris ont retenti de tous côtés. Héros. 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 Même après un certain temps, il semblait à Miro que ces acclamations continuaient à résonner dans sa tête. Le même jour, Lina rentra chez elle et sa vie s'améliora peu à peu. Elle était jeune et de nombreux événements et rencontres l'attendaient dans son avenir. Mais une chose était sûre pour la jeune fille, l'amitié, l'intégrité et la gentillesse étaient les valeurs fondamentales qui donnaient du sens aux relations humaines.